Monsieur le Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous invite à prendre place. Nous allons débuter nos travaux. Nous sommes à la rubrique Déclaration des députés. Et sans plus tarder, je reconnais Monsieur le député de Chauveau. Bon après-midi, Monsieur le Président. Alors, aujourd'hui, sous le thème de la persévérance fait toute la différence, je suis heureux de souligner la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire qui se déroule jusqu'au 14 février. À cette occasion, il me fait plaisir de souligner les efforts remarquables qu'ont fait plusieurs élèves fréquentant les écoles primaires du Centre de services scolaires de la capitale et du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries, les écoles secondaires Roger-Comtois, Le Sommet, de Neuchâtel, le Centre de développement de la formation et de la main-d'œuvre Huron-Wendat, le Centre de formation professionnelle de Neuchâtel et le Centre Saint-Louis. À vous, très chers élèves, rappelez-vous que la persévérance fait toute la différence et je suis fier de vous. Et, Monsieur le Président, je me permets de remercier toutes les enseignantes et enseignants, le personnel de direction et également les membres de l'équipe école. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Chauveau. La parole revient maintenant à Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'immense plaisir de souligner aujourd'hui le 150e anniversaire d'Outremont, soit un siècle et demi d'histoire, de culture et de moments forts partagés par ceux qui l'ont bâti hier et ceux qui le font vivre aujourd'hui. J'en profite pour saluer la présence dans nos tribunes du maire Laurent Desbois. Outremont se distingue par ses institutions scolaires et culturelles, son réseau fort d'organismes communautaires incarnant l'esprit de partage et de communauté, ses artères commerciales uniques et ses magnifiques espaces verts qui en font la fierté des Outremontais. Outremont est aussi le foyer de générations d'entrepreneurs, d'artistes, de femmes et d'hommes politiques qui ont tous, à leur manière, contribué au rayonnement de la société québécoise. En tant que députée de Mont-Royal-Outremont, je suis fière de représenter une communauté aussi dynamique et engagée que celle d'Outremont. Joyeux 150e anniversaire à toutes les Outremontaises et Outremontais. Merci, Madame la députée de Mont-Royal-Outremont, et bienvenue parmi nous, Monsieur le maire. Et maintenant, sans plus tarder, je reconnais Madame la députée de Châteauguay. Merci, Monsieur le Président. Samedi dernier, j'ai eu le grand plaisir de prendre part à la 20e édition du Carnaval annuel de Saint-Isidore. J'ai joint les nombreuses familles qui ont bravé le froid pour profiter de nombreuses activités, de la classique hivernale de hockey en passant par de la musique et même des dégustations de produits locaux du domaine La Branche, un fier fleuron isidorien. Avec une programmation comportant une petite ferme, des alpagas, jeux gonflables, murs d'escalade et même une compétition du lancer du sapin, c'était véritablement une célébration inoubliable. Forte d'un peu plus de 3 500 habitants, cette municipalité est l'endroit parfait pour les amateurs de campagne qui souhaitent demeurer à proximité de la métropole. Ses citoyens et citoyens vifs, participants et toujours prêts à aider leurs prochains. Merci à tous les bénévoles qui ont rendu possible cette belle journée d'hiver et félicitations à la Ville de Saint-Isidore qui assure, encore une fois, cette année, une édition plus que réussie du Carnaval de Saint-Isidore. Merci. Merci, Madame la députée de Châteauguay. Au tour maintenant de Monsieur le député de Maurice-Richard. Monsieur le Président, au sud de nos frontières, le bruit des bottes brunes se fait entendre un peu plus chaque jour. Élargissement et accélération de l'application de la peine de mort. Politique migratoire autoritaire et inhumaine, déportation dans des conditions atroces, profilage, arrestation de masse, détention arbitraire, transformation de Guantanamo en un immense camp d'emprisonnement pour migrants. Grâce accordée à des criminels membres de milices de suprémacistes blancs, chasse des fonctionnaires qui travaillent sur la diversité et l'inclusion, attaque en règle des droits des personnes trans, abandon de la lutte contre la crise climatique, discours impérialistes visant à l'annexion du Panama, du Groenland et même du Canada, sans compter un plan assumé de nettoyage ethnique des Palestiniens de Gaza.
Alors, Monsieur le Président, mon message aujourd'hui s'adresse aux féministes, aux fonctionnaires, aux écolos, aux syndicalistes, aux antiracistes, aux antifascistes et toutes celles et ceux qui résistent. Vous n'êtes pas seuls, compagnons, votre lutte est la nôtre, résistons. Merci, Monsieur le député de Maurice-Richard. Et je reconnais maintenant Madame la députée de Robert Baldwin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette Journée internationale des femmes et des filles de sciences qui célèbre son 10e anniversaire sous le thème « Sa voix dans les sciences », nous reconnaissons l'importance cruciale de promouvoir l'égalité des genres dans les domaines STIM, c'est-à-dire les sciences technologiques, l'ingénierie et la médecine. Au Québec, des figures telles que l'astronaute et l'ancienne gouverneure générale Julie Payette et aussi Mme Suzanne Fortin, l'ancienne rectrice de l'Université de McGill, et parmi plusieurs d'autres, démontrent l'impact profond que les femmes peuvent avoir en sciences. Renforçons nos efforts pour que les filles et les femmes soient entendues, soutenues et célébrées dans les sciences. En encourageant une plus grande participation féminine, nous enrichissons la recherche et stimulons l'innovation. Poursuivons le travail nécessaire pour atteindre une réelle égalité dans les STIM en valorisant et en amplifiant chaque voix féminine dans ces domaines essentiels. Merci. Merci, Madame la députée de Robert Baldwin. La parole revient maintenant à Monsieur le député de Côte-du-Sud. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de vous présenter une fromagerie de l'Apocatière à l'entrée de la magnifique région du Bas-Saint-Laurent. Depuis sa création, le Mouton Blanc s'est dédié à la fabrication de fromages de chèvre de haute qualité, offrant une gamme variée qui ravit les papilles de toutes les personnes qui les dégustent. Ce trésor est bien plus qu'une simple fromagerie. C'est un véritable symbole de richesse de notre terroir, un ambassadeur des saveurs du Bas-Saint-Laurent et un lieu unique qui transpire de passion. Pour souligner l'importance de cette entreprise de Côte-du-Sud, qui brille dans tout le Québec et qui a reçu de nombreuses distinctions, j'ai remis la médaille de député à Pascal André Bisson et sa femme, Rachel White, qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui en tribune. Plus que jamais, encourageons nos entreprises locales et découvrons les merveilles gastronomiques que tout le Québec a à nous offrir. Soyons fiers de ce que nous avons chez nous. Que la tome du Kamouraska continue de faire rayonner toute la Côte-du-Sud, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Côte-du-Sud. Et je reconnais maintenant Monsieur le député d'Orford. Monsieur le Président, 2025 est l'année internationale des sciences et technologies quantiques. Et aujourd'hui est la journée internationale des femmes et des filles de sciences. Les avancées scientifiques ainsi que les applications de cette technologie m'intéressent tout particulièrement, car les impacts sur le secteur des télécommunications et de la connectivité seront certainement majeurs. Je pense à la cryptographie, à l'informatique quantique plus rapide que les ordinateurs classiques, aux capteurs quantiques qui nous aideront à suivre les impacts des changements climatiques sur l'environnement. Je suis très heureux que le Québec se positionne parmi les leaders mondiaux. Notre gouvernement a investi plus de 200 millions de dollars pour soutenir cet essor technologique et cet engagement a permis la création d'une zone d'innovation à Sherbrooke. Ici présent, Monsieur le Président, de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, Alexandre Blais, Christian Sarah Bournet et du Fab Lab quantique Alexandra Roy, merci pour votre engagement pour le succès du Québec. Merci, Monsieur le député d'Orford. Et la parole revient maintenant à Madame la députée de Saint-François. Monsieur le Président, Madame Aïssé Touré, que je salue dans les tribunes, est née en France de parents originaires du Sénégal et du Mali. Depuis 2014, elle est infirmière clinicienne au CIUS de l'Estrie. En 2020, elle fonde l'organisme Black Estrie, dont elle est directrice générale. Entrepreneur sociale, elle promeut l'inclusion, la diversité culturelle et le soutien aux groupes marginalisés. Elle coordonne dans la région plusieurs événements qui célèbrent la richesse des cultures afrodescendantes et favorisent le dialogue interculturel. Première femme noire à siéger au comité estrien du Réseau des femmes d'affaires du Québec, Madame Touré y représente l'économie de partage.
Monsieur le Président, elle a obtenu le mérite estrien en 2021 et le prix CBC Black Change Makers en 2023 pour ses contributions à la communauté. Elle a même été sélectionnée pour participer au premier rassemblement mondial des leaders de l'innovation sociale à l'automne 2024 en Afrique du Sud. Décidément, Madame Touré, vous êtes une véritable agente de changement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Saint-François. Bienvenue parmi nous, Madame. Et je reconnais maintenant Madame la députée de Fabre. Merci, Monsieur le Président. Reconnaître ceux qui œuvrent pour le bien commun, c'est célébrer le soutien et l'amour de l'autre. C'est les piliers d'une société forte et solidaire. Chaque jour, des personnes s'engagent avec dévouement pour bâtir un monde plus juste à travers des gestes de bienveillance et d'entraide. Avant-hier, j'ai eu l'honneur de remettre une médaille honorifique de l'Assemblée nationale à Monseigneur Tabet, évêque de l'éparchie Saint-Maron, et tiens à en décerner 2 autres à Mme Aline Diep, conseillère municipale de Laval, pour son engagement exemplaire, et à André Langevin, retraité de la Gendarmerie royale du Canada et fondateur de l'organisme Autisme Karaté qui change des vies. C'est pourquoi il est primordial pour moi de souligner l'apport de ceux qui, par leur engagement, changent des vies et inspirent l'espoir. Car ceux qui bâtissent un monde plus juste portent en eux une flamme de l'espoir et du courage. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Fabre. La parole revient maintenant à Monsieur le député de Vachon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, c'est un plaisir, un honneur de recevoir une classe de mon comté, une classe de l'école La Mosaïque qui sont ici avec nous, Monsieur le Président, une classe de ma circonscription, et je leur souhaite la bienvenue dans leur Assemblée nationale. La persévérance, c'est de ne pas lâcher, c'est de continuer, malgré les défis, les obstacles. Réussir, ça demande des efforts, de la motivation, de la détermination. Et, Monsieur le Président, dans un monde où nos jeunes sont bombardés d'images de réussite instantanée, il faut se le rappeler. Il faut oser, il faut essayer, il faut écouter nos patients. En tant que papa de 2 jeunes filles, je sais à quel point notre soutien est important comme adulte. Et je remercie aujourd'hui Mme Mélanie, Caroline, Kim et tous les enseignants qui font une différence dans la vie de ces jeunes-là aujourd'hui, Monsieur le Président. Et ce que je leur ai dit tout à l'heure quand je les ai rencontrés, c'est persévérer, aller au bout de vos rêves. Alors, bonne semaine de la persévérance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Vachon, et bienvenue parmi nous dans votre Assemblée nationale aussi. Merci. Et la parole revient maintenant à Madame la députée de Hull. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de souligner le 45e anniversaire de l'Association des auteurs et des auteurs de l'Outaouais. Depuis 1979, cette association rassemble des passionnés de littérature qui enrichissent la vie culturelle de notre région. L'association offre un espace unique où les écrivains, qu'ils en soient à leur début ou bien établis, peuvent échanger, se perfectionner et faire découvrir leurs œuvres. Par ses concours, formations et nombreuses activités, elle rapproche la communauté autour du plaisir d'écrire et de lire. En Outaouais, la littérature est bien plus qu'un art. Elle témoigne de notre histoire, de notre identité et de notre attachement à la langue française. Grâce au travail des membres de l'association, notre patrimoine littéraire continue de s'enrichir et d'inspirer de nouvelles générations. Je tiens à remercier ceux et celles qui ont contribué à cette belle mission au fil des ans. Vous avez soutenu des talents exceptionnels et permis à une multitude d'histoires de voir le jour. Félicitations à l'Association des auteurs et des auteurs de l'Outaouais pour ses 45 années de succès et que l'avenir continue d'être marqué par la créativité et la réussite. Merci, Madame la députée de Hull. Et pour la dernière déclaration, la parole revient à Monsieur le député de Masson. Monsieur le Président, en cette semaine de la persévérance scolaire, je trouve important de souligner le travail exceptionnel du Comité régional pour la valorisation de l'éducation, soit le CREVAL, qui célèbre cette année 20 ans d'engagement vers la réussite éducative dans l'Anaudière. Et vous savez, Monsieur le Président, le CREVAL, c'est également un fier partenaire du Gala de la persévérance scolaire de la MRC Limoulin, qui honorera cette année 16 élèves au parcours inspirant sous le thème « La persévérance fait toute la différence ». Et cet événement qui aura lieu demain nous rappelle qu'en valorisant les efforts et les aspirations de nos jeunes, nous les aidons à rêver à leurs avenirs et nous les encourageons à persévérer. Mais vous savez, Monsieur le Président, on ne peut pas parler du CREVAL sans parler de l'apport inestimable de Anne-Marie Picard, qui est ici présente aujourd'hui avec nous dans les tribunes et qui fait partie de cette belle aventure depuis le tout début et en y assurant la direction générale depuis maintenant 10 ans.
Alors, Monsieur le Président, je dis bravo à l'équipe du CREVAL, bravo à Anne-Marie Picard et bravo à tous les étudiants et étudiantes qui persévèrent dans leurs études. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Masson. Alors, voilà qui met fin à la rubrique déclaration des députés. Je remercie chacun de vous pour votre déclaration et nous allons suspendre les travaux quelques instants. Bonjour tout le monde, bon mardi. Il y a de l'électricité dans l'air. On sait qu'il y a une tempête qui s'en vient jeudi. Mesdames, Messieurs, bienvenue chez vous, le Parlement du Québec. C'est chez vous. Messieurs, dames, les députés, nous allons nous recueillir quelques instants. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de souligner la présence dans les tribunes de l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence, M. Noureddine Sidi Abed, à l'occasion de sa visite officielle. Et également, il est accompagné du consul général de la République algérienne démocratique et populaire, M. Mohamed Zergo, présent également à l'occasion de sa visite de prise de presse. Et nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle ni présentation de projet de loi. À la rubrique dépôt de documents, Monsieur le leader du gouvernement. Bonjour, Madame la Présidente. Je dépose les réponses du gouvernement aux pétitions déposées le 20 novembre 2024 par les députés des Îles-de-la-Madeleine et de Laurier-Dorion, ainsi que le 29 novembre 2024 par la députée de Rivière-du-Loup, Témiscouata. Merci. Ces documents sont déposés. Pour ma part, j'ai reçu préavis d'une motion qui sera inscrite dans le feuilleton de demain aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Conformément à l'article 97.1 du règlement, je dépose copie du texte de ce préavis. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Donc, je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales sera tenu le vote reporté sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 81. Demeurez en place pour la tenue du vote reporté. Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président. Merci pour votre attention. Bon après-midi, collègues. Alors, comme annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au vote reporté sur la motion de Monsieur le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, proposant que le principe du projet de loi numéro 81, loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement, soit adopté. Le vote est maintenant ouvert. La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 80, contre 27, abstention 1. La motion est donc adoptée. En conséquence, le principe du projet de loi numéro 81, loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement, est adopté. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, conformément à l'article 243 de notre règlement, je fais motion afin que le projet de loi 81, la loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement, soit déféré à la Commission des Transports et de l'Environnement pour son étude détaillée et que le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Motion est-elle adoptée? Adoptée. Adoptée.
Alors, à la rubrique des motions sans préavis, en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du groupe de la deuxième opposition, Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le député des Îles-de-la-Madeleine, que l'Assemblée nationale prenne acte de la position du Collège des médecins visant à interdire la non-participation des médecins au régime public, qu'elle rappelle que le ministre de la Santé et des Services sociaux détient tous les outils réglementaires dans leur corpus législatif actuel pour procéder à ce changement, qu'en conséquence, l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec d'interdire le statut de non-participant au régime public pour les médecins. Merci. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, ce qui nous amène à la prochaine motion qui revient au troisième groupe d'opposition. Et je reconnais le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le député de Pontiac, la députée de Verdun et la députée de Vaudreuil, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle le rôle crucial du secteur agricole dans l'économie du Québec et dans le développement de ces régions. Qu'elle souligne qu'elle est favorable à la protection de la gestion de l'offre pour les producteurs d'œufs, de lait et de volailles. Qu'elle demande au gouvernement du Canada de protéger intégralement le modèle de gestion de l'offre dans le cadre des accords internationaux à venir. Bravo. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Consentement sans débat, Monsieur le Président. Il y a un consentement sans débat. Il n'y a pas de consentement. Ce qui nous amène à la prochaine motion qui revient au gouvernement. Et je reconnais Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Matane-Matapédia, la députée de Vaudreuil, le député d'Arthabasca et le député de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale souligne les journées de la persévérance scolaire qui se déroulent cette année du 10 au 14 février, une initiative qui invite notre société à agir collectivement pour encourager les jeunes à rester engagés dans leur parcours scolaire. Qu'elle reconnaisse l'engagement et la détermination des jeunes qui persévèrent malgré les défis, démontrant que chaque effort les rapproche de leurs aspirations et contribue à bâtir un Québec où chacun peut réaliser pleinement son parcours éducatif. Qu'elle exprime sa reconnaissance envers tous les acteurs impliqués dans la réussite éducative, notamment les équipes écoles, les directions d'écoles et de centres de services scolaires, les parents et les organismes communautaires qui travaillent directement auprès des jeunes, ainsi que les mentors, les bénévoles, les employeurs, qui apportent un soutien essentiel aux élèves dans leur cheminement scolaire et personnel. Qu'elle reconnaisse que les nouvelles générations d'écoles offrent un environnement stimulant et adapté aux besoins de nos jeunes et que les projets pédagogiques particuliers ont une incidence directe sur leur motivation, sur leur persévérance et, ultimement, sur leur réussite scolaire. Qu'elle rappelle l'importance de l'effort continu et du temps nécessaire pour réussir et qu'elle invite l'ensemble de la société québécoise à unir ses forces pour faire une différence dans la vie de nos jeunes. Merci. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Sans débat, Monsieur le Président.
Il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Nous passons à la prochaine motion qui revient à l'opposition officielle et je reconnais Monsieur le député de Pontiac. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député de Rosemont, le député des Îles-de-la-Madeleine et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale prenne acte que Santé Québec a accordé pour plus de 3 millions de dollars de contrats à des firmes privées, notamment un contrat à une agence de marketing, pour que cette dernière l'aide à définir sa mission et sa vision. Qu'elle dénonce l'octroi de tels contrats au moment même où Santé Québec effectue des compressions budgétaires importantes dans le réseau de la santé, en supprimant des postes, en réduisant les heures travaillées par le personnel et en diminuant les services à la population. Qu'enfin, elle demande au gouvernement caquiste qu'il exige de Santé Québec qu'elle n'accorde pas de contrat à des firmes privées pour avoir recours à des expertises qui sont présentes et disponibles au sein de l'excellente fonction publique du Québec. Merci. Bravo! Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, Monsieur le Président. Il n'y a pas de consentement. Ce qui nous amène à la rubrique, s'il vous plaît, ce qui nous amène à la rubrique des avis touchant les travaux des commissions. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, j'avise cette Assemblée que la Commission de l'aménagement du territoire va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 79, la loi édictant la loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux, aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 19h15 à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission de la santé et des services sociaux va poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 83, la loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux, aujourd'hui, après les avis touchant les travaux des commissions jusqu'à 19h20 à la salle Pauline Marois. La Commission de l'économie et du travail va poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 85, la loi modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, aujourd'hui, après les avis touchant les travaux des commissions jusqu'à 19h20 à la salle Louis-Polyte Lafontaine. La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'alimentation et des ressources naturelles va entreprendre l'étude détaillée du projet de loi 69, la loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, aujourd'hui, après les affaires courantes jusqu'à 19h15 à la salle Marie-Claire Kirkland. Collègues, vous qui avez à quitter la salle, je vous invite à le faire, s'il vous plaît, de manière plus discrète, s'il vous plaît. Merci. Pour ma part, je vous avise que la commission spéciale... Ah oui, y a-t-il consentement pour déroger à l'article 143 du règlement concernant l'horaire des travaux des commissions? Merci. Je vous avise que la commission spéciale sur les impacts des écrans des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes se réunira en séance de travail le mercredi 12 février 2025 de 7h30 à 8h45 à la salle Louis-Polyte Lafontaine afin d'organiser les travaux de la commission. À la rubrique des renseignements sur les travaux de l'Assemblée, je vous informe que demain, lors des affaires inscrites par les députés de l'opposition, sera débattue la motion inscrite par M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Cette motion se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale rappelle que le Québec est le premier État en Amérique du Nord à avoir renoncé à l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures. Qu'elle s'inquiète des récents appels dans l'espace public à relancer des projets de pipeline tels que GNL Québec et Énergie Est. Qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de s'opposer au développement de tout projet de pipeline sur son territoire. La période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous demanderai de bien vouloir appeler l'article 11 du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article 11 du feuilleton, Monsieur le ministre du Travail propose l'adoption du projet de loi numéro 88, loi modifiant la loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal. Comme première intervention, je reconnais Monsieur le ministre du Travail. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, c'est la dernière étape du cheminement du projet de loi numéro 88. Depuis mon arrivée en politique, j'ai eu le privilège de parrainer plusieurs projets de loi, tous très différents,
par leur portée et leurs objectifs. Dans le cas présent, nos travaux législatifs avaient la particularité d'être menés en réponse à des jugements des tribunaux québécois. Ce qui nous a fait cheminer jusqu'ici, c'est en effet le jugement 1 de la Cour supérieure, puis celui de la Cour d'appel rendu en août 2024, avec un délai de 6 mois donné aux législateurs pour y répondre. Plus précisément, ce délai se termine le 28 février 2025 et c'est pourquoi nous avons procédé avec diligence depuis la présentation du projet de loi en décembre dernier. Ce projet de loi modifiant la loi concernant le régime de négociation de conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal vise donc à revoir certains aspects du régime de négociation collective applicable aux policières et policiers, ainsi qu'aux pompières et pompiers qui sont à l'emploi des municipalités du Québec. Les tribunaux ont déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi qui concernent la composition et la sélection d'un conseil de règlement des différends. Selon la loi actuelle, le conseil de règlement des différends a pour rôle de mener à bien les négociations qui n'ont pas abouti autrement. Le projet de loi numéro 88 propose un nouveau mode de nomination d'un arbitre dans le contexte bien particulier où les groupes de travailleuses et de travailleurs concernés n'ont pas accès au droit de grève. Comme la Cour l'a rappelé, l'absence de droit de grève constitue une entrave substantielle à la liberté d'association. Le mécanisme proposé doit donc compenser adéquatement cette limitation. C'est en tenant compte de ces éléments que le projet de loi propose un nouveau processus de nomination applicable aux policiers et aux pompiers municipaux. Vous me permettrez, Monsieur le Président, d'en rappeler encore une fois les grandes lignes. Selon les critères définis dans le projet de loi, le ministre du Travail obtiendrait la responsabilité de constituer une liste de personnes aptes à agir comme arbitres de différends dans des cas concernant les pompiers et les policiers municipaux à l'issue d'un processus de négociation entre les parties. La liste en question serait constituée d'arbitres dont les noms ont été proposés conjointement par les associations représentatives des municipalités, des régies intermunicipales, des policiers et des pompiers du secteur municipal. À partir de cette liste, les parties pourront alors se consulter pour choisir un arbitre à qui soumettre leurs différends. En l'absence d'entente entre les parties, le projet de loi prévoit que le ministre puisse nommer l'arbitre toujours parmi cette liste de noms qui ont déjà fait consensus. Le projet prévoit toutefois la possibilité pour le ministre d'ajouter des noms à cette liste au besoin à partir de ceux apparaissant à la liste d'arbitres établie en vertu du Code du travail après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Le projet de loi prévoit également la possibilité pour chacune des parties de désigner un assesseur afin de la représenter et d'assister l'arbitre lors de l'audition et, si nécessaire, pendant le délibéré. De plus, le projet de loi propose que la rémunération des arbitres nommés pour l'arbitrage de tout différend dans le secteur municipal suive les dispositions du règlement sur la rémunération des arbitres pris en vertu du Code du travail. Je crois que ces modifications sont conformes à l'équilibre recherché et répondent adéquatement aux préoccupations formulées et soumises par la Cour d'appel du Québec. Les amendements adoptés au cours de l'étude détaillée ne concernaient que des précisions mineures. En terminant, Monsieur le Président, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'étude de ce projet de loi, mes collègues, bien sûr, des partis d'opposition, Bourassa Sauvé, Hochelaga Maisonneuve, avec qui j'ai toujours un immense plaisir de travailler et de collaborer. Je pense aussi à mes collègues députés du Parti gouvernemental, en particulier ceux et celles qui ont siégé au sein de la Commission des institutions, dont le travail a été appliqué et efficace.
Je salue aussi les équipes du ministère du Travail pour la préparation et le suivi du cheminement du projet de loi numéro 88. Puisque la solution proposée semble répondre, comme nos échanges l'ont démontré, aux besoins exprimés par les tribunaux et par les parties prenantes, je recommande à mes collègues de voter en faveur de l'adoption de ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Nous poursuivons toujours sur le projet de loi numéro 88. Je reconnais Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'interviens sur l'adoption du projet de loi numéro 88, loi modifiant la loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal. Donc, c'est avec vous, Monsieur le Président, que j'ai l'occasion de terminer ce débat. Nous, évidemment, donc, vous connaissez bien le processus. Donc, il y avait une autre personne donc, qui occupait votre chaise et a été en mesure donc, d'entendre nos délibérés quant à l'adoption du principe et par la suite quant à l'adoption de la prise en considération du projet de loi. Donc, je suis ravie de vous voir, Monsieur le Président, et de vous informer que notre formation politique, le Parti libéral du Québec, votera en faveur du projet de loi numéro 88, sans grande surprise. Donc, je laisse tomber donc, le suspense immédiatement. Pour ma part, donc, je vais commencer là où le ministre a terminé avec ce qui m'apparaît le plus important parce que c'est la dernière fois qu'on aura l'occasion de le faire, donc avec les remerciements, non seulement donc, au ministre lui-même et aux élus de la partie gouvernementale, mais également donc, à ma collègue de Robert Baldwin, dont le nom de la circonscription aurait inspiré le ministre à nommer la mienne la circonscription de Robert Bourassa lors de l'étude détaillée. Donc, on aurait pris donc, la description délibérée. J'espère que le leader du gouvernement ne me tiendra pas rigueur de ne pas avoir nommé de ne pas m'être nommé donc, par le nom de ma circonscription. Blague à part, Monsieur le Président, je remercie également les recherchistes au dossier, mon recherchiste attitré au dossier de Thomas Guérette, au dossier du travail, mais également mon stagiaire de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, pour qui ça aura été un baptême, Vincent Roy. Donc, merci beaucoup pour toute l'aide accordée et bien évidemment aux élus des autres formations politiques, les députés de Chagrin-Maisonneuve, avec qui, donc, de plus en plus, là, on commence à en avoir aussi à notre actif différents projets de loi grâce au ministre qui nous tient assez régulièrement occupés. Donc, souvent, donc, je regardais donc, cette relation plutôt bilatérale donc, en début de mandat, mais je pense m'être inscrite dans cette relation tripartite. Dans le cadre du projet de loi 88, Monsieur le Président, je vous ramène à un contexte, le contexte de 2016, où probablement, Monsieur le Président, que vous êtes familier avec la terminologie gouvernement de proximité. Quand on parle des municipalités, j'ai ouï dire que vous aviez vous-même occupé des fonctions municipales dans un passé pas si lointain, donc vous devriez être familier avec cette nomenclature. Mais si vous l'êtes, en fait, c'est grâce à un gouvernement libéral. C'est nous qui avions fait des municipalités, des gouvernements de proximité, plutôt que cet adage plutôt obscur qui nous provient de la Constitution, où on nous dit que les municipalités sont plutôt des créatures des provinces. Donc, ces instances qui ne disposent pas de pouvoir constitutionnel formel lors donc, de la séparation des pouvoirs et qui dépendent exclusivement de la législature provinciale. À notre sens, et c'est encore ce qui nous anime, j'en discutais encore récemment avec ma collègue, la députée de Mont-Royal-Outremont, qui est notre porte-parole en matière d'affaires municipales. Et c'est encore donc un esprit qui nous anime grandement au Parti libéral du Québec d'avoir cette reconnaissance, d'accorder cette reconnaissance de gouvernement de proximité. Donc, à l'intérieur de ce mandat-là, donc oui, il y a eu ce terme donc, qui a été inscrit, mais également Montréal a obtenu son statut de métropole. Là, vous siégiez à l'époque. Québec aussi a obtenu son statut particulier. Donc, dans cette foulée-là, il nous apparaissait important de passer, donc non seulement donc, de reconnaître donc, cette relation de partenaire, où nous sommes donc, des élus qui partageons un territoire en toute légitimité, mais également donc, de faire passer donc, le symbole aux actes avec des dispositions législatives. C'est dans cet esprit que nous avons fait adopter le projet de loi
24, donc qui justement concernait le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal, afin que les municipalités, comme instance en bonne et due forme, puissent disposer de ce droit-là. Oui, bien sûr, donc de pouvoir négocier elle-même, mais d'en disposer à l'intérieur des dispositions du Code du travail, mais d'avoir donc son propre régime distinct pour les employés municipaux, les policiers et les pompiers d'un côté et les autres employés de l'autre. Pourquoi? Bien, le ministre l'a nommé dans son allocution. Nous le savons, donc, dans le Code du travail, depuis plusieurs décennies, donc, les policiers et les pompiers ne disposent pas donc, d'un droit de grève. Donc, la jurisprudence et la doctrine leur ont octroyé de façon subsidiaire donc, le fait d'avoir accès à un autre régime de négociation, donc soit l'arbitrage. Donc, c'est ce qui nous a menés donc, à nous dire, bien voilà, donc c'est important donc, de faire sortir donc, une bonne partie de ces dispositions-là du Code du travail, comme c'est le cas au niveau des employés de l'État, donc des fonctionnaires du gouvernement du Québec, et d'avoir ces propres mécanismes-là qui reconnaissent le fait qu'en fait, les municipalités ne sont pas des entreprises privées, donc qui ont donc d'autres impératifs. Parmi donc ces différents impératifs, donc ce qu'on comprend à travers donc le processus judiciaire donc, qui s'en est suivi, c'est que bon, les cours ont maintenu donc une bonne partie, la très très grande majorité en fait de ce qui avait été prévu à ce moment-là, donc suivant ces principes, en fait reconnu les principes mentionnés, donc les principes que je viens de nommer, et le droit donc à une municipalité donc d'avoir accès à certains critères, ce qui était déjà le cas dans le Code du travail depuis les années 90. Il y avait déjà donc certains critères donc qui avaient été instaurés lors de la négociation des dites conventions collectives, et ils ont tout simplement donc été bonifié, fortifié au moment du dépôt du projet de loi 110 devenu la loi 24 par la suite. Donc, à notre sens, le projet de loi numéro 88 maintient l'essence de ce que nous avions déposé à ce moment. Évidemment, donc, vous aurez compris donc, que certains petits ajustements étaient nécessaires. Donc, à travers donc, le dialogue entre les différentes instances qui composent notre État de droit, c'est ce qui a été fait, donc, tout en, donc, je disais, donc, nous assurant de toujours maintenir ce principe, donc, de considérer donc, ces municipalités comme partenaires, d'octroyer donc, une certaine latitude, et surtout donc, de parvenir donc, à un processus de règlement des différends qui reçoivent donc, l'assentiment des différentes parties. Sur le fond, vous avez entendu le ministre, Monsieur le Président, donc comprendrez que le projet de loi prévoit qu'après donc une période heureusement infructueuse, on s'entend, c'est pas la majorité du temps, mais lorsque c'est le cas, donc après une période infructueuse de négociation de 240 jours entre les parties, donc s'ensuit donc une période de médiation de 60 jours obligatoire avec une période additionnelle de 60 jours qui est facultative à la demande des parties. Et si, malgré donc, ces processus-là, donc, il y a échec, les parties n'arrivent pas à s'entendre, et on parle ici vraiment donc, du régime qui s'applique exclusivement aux pompiers ou aux policiers, bien, ce régime donc, se transforme en un conseil de règlement des différends, donc avec 3 arbitres nommés donc, par la partie gouvernementale, à un régime avec un arbitre et 2 assesseurs qui ressemble sensiblement à ce qui se retrouvait dans les dispositions du Code du travail précédemment. Et bon, ces arbitres-là, le mode de nomination de cet arbitre donc, change au travers d'une liste dont les membres donc, seraient nommés donc, par consentement des parties les plus représentatives, tant des municipalités que des associations représentant les pompiers et les policiers.
c'est l'essence, si vous aurez compris, hein, le projet de loi a été adopté avec célérité, donc c'est l'essence de ce dont nous avions discuté. Évidemment, donc ma collègue de la députée de Robert Baldwin et moi-même, donc nous sommes assurés de poser toutes les questions toutes les questions légitimes afin de bien retourner toutes les pierres, que le projet de loi donc, soit juste à notre sens. Nous avons reçu, nous remercions le ministre de nous avoir transmis ces propositions d'amendement à l'avance, comme nous l'avions déjà demandé précédemment. Et en ce sens, j'en parlais lors de l'adoption de la prise en considération du rapport de la Commission, Monsieur le Président, jeudi dernier. Je l'ai détaillé à ce moment-là, je ne le referai pas aujourd'hui. Donc, ces questions-là donc, ont été posées et répondues à notre satisfaction, ce qui nous amène à cette étape-ci. Donc, en terminant, Monsieur le Président, j'aimerais aussi prendre le temps, parce que je parlais des remerciements en début d'allocution, donc oui, de remercier l'ensemble donc, des personnes que j'ai nommées, incluant les fonctionnaires, Madame la sous-ministre et tous ceux qui nous ont accompagnés et soutenus dans l'étude de ce projet de loi, mais bien évidemment, donc, tous les groupes qui sont venus en commission parlementaire. Je l'ai fait précédemment, mais c'est la dernière occasion de pouvoir le remercier pour leur contribution à nos travaux et notre compréhension des différents régimes de négociation. Et particulièrement parce que nous avons principalement entendu des pompiers et des policiers, mais les remercier pour le travail important qu'ils font au quotidien pour protéger notre population, pour nous assurer que nos concitoyens, donc les concitoyens que nous représentons, mais au sein des circonscriptions dans lesquelles nous sommes élus, se sentent en toute sécurité et que ces citoyens-là donc, sachent qu'il y a donc, des gens tout à fait dévoués qui sont à leur service. Donc, je prends le temps de les remercier pour ce travail. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Et je reconnais maintenant Monsieur le député d'Hochelaga, Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. À mon tour également de saluer mes collègues, en particulier ma collègue Bourassa-Sauvé, qui a dû en effet s'insérer dans ce que certains appelaient la bromance entre le ministre et moi. Ça n'avait pas été évident, mais force est de constater qu'elle s'est imposée dans ce duo maléfique qui est devenu un trio d'enfer, certains pourraient dire. Alors, projet de loi 88, intéressant, très pointu en droit du travail, la question des négociations de conventions collectives dans le milieu municipal. Puis en plus, c'était pas juste le milieu municipal, à l'intérieur de ça, c'était les pompiers policiers. Donc, il y a déjà une loi particulière pour le milieu municipal. Et à l'intérieur de ça, il y a un chapitre pour les pompiers policiers. Donc, vraiment, encore une fois, on était très, très, très pointu dans le dossier. Ça m'a rappelé des souvenirs, Monsieur le Président, parce qu'imaginez-vous donc qu'avant de devenir député en 2018, j'étais un conseiller syndical à la FTQ et j'avais été responsable de rédiger le mémoire de la réforme de 2016, si je ne me trompe pas, de ce dossier-là, qui, avec le temps, a été donc contesté devant les tribunaux et qui nous force aujourd'hui donc à revenir et adapter un peu la loi pour répondre au jugement du tribunal. Je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, on ait cette discussion-là, une loi qui nous force à répondre à un jugement du tribunal, alors que de l'autre bord de la frontière, ça discute ouvertement de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter les tribunaux. C'est un drôle de hasard, Monsieur le Président, que nous, ici au Québec, on est en train d'adopter une loi. Peut-être pas la loi que le ministre aurait voulu adopter, mais en tout cas, il l'a fait en réponse à un jugement du tribunal. Et ça évoque tout le respect que nous avons ici des deux côtés de la Chambre à l'État de droit. Nous devons respecter l'État de droit. Ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, c'est des jugements qui ne nous sont pas favorables, des jugements avec lesquels on est en désaccord, mais c'est ça le concept de l'État de droit. Et aujourd'hui, je suis fier de participer à cette... je dirais, ce nouveau vote de confiance envers l'État de droit que nous avons ici au Québec. Il s'agit donc d'un projet de loi très pointu qui répond à une réponse de la Cour. Ça traite du dossier important du droit d'association qui découle, bien sûr, de la Charte québécoise des droits et libertés, de la Charte canadienne, évidemment, qui a été protégée, renforcée dans l'arrêt Saskatchewan il y a quelques années maintenant, et qui dit que le droit de grève est un droit fondamental. Et si on en est privé, j'explique un peu le jugement derrière le projet de loi, le jugement de la Cour qui a forcé le projet de loi. Si on est privé du droit de grève pour des raisons X ou Y, puis on peut comprendre que pour des pompiers policiers, des raisons de sécurité publique évidentes, la grève, c'est moins approprié, on va le dire comme ça. Donc, si on en est privé, il faut qu'il y ait une forme de compensation. Il faut qu'il y ait une forme de pouvoir sur la suite des choses. Et l'ancien système qui avait été mis en place par les libéraux en 2016
que le ministre a expliqué, à savoir un conseil de 3 personnes, etc., qui était imposé par le gouvernement, ne répondait pas à cet impératif d'espace et de pouvoir qu'on doit laisser à des travailleurs-travailleuses auxquels on a confisqué le droit de grève. Ce fameux panel donc, de 3 personnes qui tranchaient les désaccords entre les partis a été jugé contraire aux chartes des droits et libertés du Québec et canadiennes. Donc, ça a été une longue période de discussion, une longue période de médiation, mais le ministre finit par déposer son projet de loi. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que suite à la négo, il y a un certain nombre de jours prévus pour la négo, il y aura une période de médiation. C'est très bien, la médiation. C'est important de l'essayer. Ça ne marche pas tout le temps, mais je pense que de bonne foi, il faut qu'on l'essaye. Mais là, après, ce sera un arbitre qui tranchera. Et cet arbitre-là, il sera choisi conjointement. C'est là la nature du projet de loi. C'est que ce n'est pas un panel de 3 personnes déterminées par le gouvernement. C'est un arbitre choisi par les 2 parties. Il est possible, bien sûr, dans le milieu du droit du travail de manière plus générale, d'avoir un recours à un arbitre. En effet, il faut que ça soit consentement, il faut que ce soit les 2 parties qui choisissent. C'est la même chose dans les griefs. Quand on a une audience de grief, l'arbitre de grief est une personne qui a été préalablement choisie par les 2 parties parce qu'il faut que les 2 parties fassent confiance au jugement qui découlera de cet arbitrage-là. Donc, pas mal tout le monde qui sont venus aux audiences ont trouvé que le projet de loi était somme toute équilibré, répondait grosso modo aux exigences de la Cour. Cela dit, il y a plusieurs personnes qui auraient souhaité, et j'en fais partie, qu'on aille un peu plus loin. Des gens disaient que parfois, dans le milieu municipal, il peut y avoir, je ne vais pas faire de pointage de doigt, mais des tactiques dilatoires. Je m'explique, et c'est très typique en négociation de convention collective. Si on veut étirer la sauce, si on veut mettre de la pression sur la partie des travailleurs-travailleuses, bien, on annule des rencontres de négo, on a de la misère à trouver des dates de négo, on a de la misère à trouver des salles pour les négos, et on étire, ça fait en sorte que la négo n'avance pas, c'est difficile de faire de la mobilisation pour la partie syndicale, c'est difficile de faire de la rétroaction avec les membres, et le rapport de force devient évidemment beaucoup plus fort pour la partie patronale, pour la partie, dans ce cas-ci, donc municipale. Et beaucoup de partis donc, syndicales ont dit « Pourquoi on ne ferait pas un système innovateur où on garde ce que le ministre propose, à savoir les dates précises pour la négo, les dates pour la médiation, mais pour accélérer la procédure, ça soit la même personne qui était responsable de faire la médiation qui elle se convertisse en arbitre. Ça serait donc une personne médiatrice-arbitre. Ça faciliterait donc la compréhension du dossier pour cette personne-là et ça accélérerait donc l'exercice complet. Et dans un moment où est-ce qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre, où est-ce que les municipalités parfois ont de la misère à recruter et à garder leurs employés dans leur fonction publique municipale, bien, des conventions collectives qui se renouvellent plus facilement, plus aisément, je pense, aurait été un argument qui aurait pu peut-être convaincre le ministre d'essayer ce modèle-là, même si on aurait pu l'essayer pour quelques temps seulement. Mais le ministre a préféré garder sa proposition originale, plaidant que, bien là, il ne faut pas que le médiateur perde la confiance des parties intéressées parce qu'il éventuellement se convertira en arbitre. Moi, j'ai entendu son argument, je n'ai pas vraiment été convaincu, cela dit. Je n'ai pas trouvé, j'ai posé la question d'ailleurs en étude détaillée, c'est quoi le ou les sujets qu'on n'évoquerait pas auprès d'une personne médiatrice, de crainte qu'une fois convertie en arbitre, ça nous serait en défaveur ou je ne sais pas trop. La personne arbitre, elle a juste l'objectif d'entendre les 2 parties, de proposer peut-être des pistes d'atterrissage. Souvent, elle est très prudente à proposer des pistes d'atterrissage précises. Elle écoute, puis elle fait juste essayer de jouer un peu un jeu d'entonnoir avec les 2 parties. Donc, je pense que ça aurait été un système qui aurait pu être plus rapide, qui aurait pu être plus efficace pour la négociation, parce que je pense que c'est un peu ça aussi l'objectif, toujours, hein, d'avoir des processus de négo qui sont efficaces et qui donnent des résultats. Mais, bon, ça n'a pas été retenu et malheureusement, ça ne sera pas même essayé. On verra si le nouveau système du ministre rencontre les objectifs des partis. Comme je le disais tantôt, pas mal tout le monde avait l'air d'être d'accord avec les fondamentaux du projet de loi. C'est pour ça que personne, d'ailleurs, à ma connaissance, n'a appelé à le battre. C'est pour ça aussi que, sans grande surprise, nous allons voter en faveur. Cela dit, peut-être que dans le futur, il y aura lieu de se repencher sur ce modèle-là. D'ailleurs, on le sait que le ministre prépare une réforme importante de la loi, des lois en droit du travail. Ça serait un des 2 projets de loi qui nous réserverait pour soit cette session-ci ou du moins certainement d'ici la fin de la présente législature. Peut-être que là, il y aura lieu de s'interroger déjà si on a un bilan de ce nouveau mode de fonctionnement-là, s'il n'y a pas moyen de réfléchir encore une fois à la médiation-arbitrage.
arbitrale, pourrais-je dire. Parce que j'évoque un argument, peut-être en dernière instance, Monsieur le Président. On se le fait dire parfois beaucoup dans différents dossiers que pour les personnes qui ont à venir témoigner dans un dossier, d'avoir à refaire le même exercice à plusieurs reprises, ça peut être un peu éreintant, ça peut être un peu difficile et ça peut venir parfois même compliquer les choses. Alors que si on avait la même personne qui a entendu les deux parties, qui voit que la médiation n'a pas donné les résultats escomptés, qui se convertit en arbitre, elle peut procéder tout de suite à la rédaction de son arbitrage et donc de la future convention collective, plutôt que de tout fermer les livres, d'identifier une autre personne, une complète nouvelle personne, et recommencer tout le manège des plaidoyers, des présentations, des arguments, des dossiers, des études comparatives de salaire, d'assurance, ou je ne sais trop quel argument qui serait évoqué dans une négo donnée. Bien, voilà, on aurait pu avoir un truc beaucoup plus rapide. Ce n'est pas ce qui a été retenu. Ça ne nous empêche pas de voter en faveur du projet de loi, avec un petit bémol, avec une petite déception qu'on aurait aimé ça, peut-être au moins l'essayer, ce modèle-là, pour quelques années. À suivre là-dessus. Je termine donc en remerciant toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet de loi, donc les groupes qui sont venus, mon fidèle collaborateur Guillaume Boivin du service de la recherche, qui, par son titre d'avocat, a les sympathies du ministre du Travail, qui aime beaucoup les personnes avocates. Peut-être c'est pour ça qu'il aime beaucoup aussi ma collègue de Bourassa-Sauvé. Il partage le membership du barreau avec elle. Cela étant dit, je remercie bien sûr tous les employés de son cabinet, des équipes respectives, de la table, des gens qui nous accompagnent dans les commissions parlementaires et aussi ceux et celles qu'on oublie souvent, qui rédigent tout ce qu'on dit, qui transforment ça en texte pour la postérité et qui nous gardent vivants à travers les âges, pourrait-on dire. Donc, encore une fois, merci pour tout et j'ai bien hâte de voir la couleur des prochains projets de loi du ministre. Je doute que j'aimerais la prochaine couleur de son projet de loi. Peut-être qu'il pourra se reprendre sur la réforme du droit du travail, mais le prochain sur les services essentiels, on va être bien vigilant, Monsieur le Président, pour être certain que les droits des travailleurs soient défendus en cette enceinte. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. J'en profite, collègues, pour vous informer que 2 débats de fin de séance se tiendront aujourd'hui à 18h30. Le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Darcé-Mégué à Madame la ministre responsable des aînés concernant les coupures de chèques emploi-service à des personnes en situation de handicap. Le deuxième débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Lapinière à Monsieur le ministre responsable des services sociaux concernant la crise qui touche les ressources intermédiaires. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le projet de loi numéro 88? Il n'y a pas d'autres interventions. Alors, dans ce cas, le projet de loi numéro 88, loi modifiant la loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal, est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je demanderai donc de suspendre nos travaux jusqu'à la tenue des débats de fin de séance, s'il vous plaît. Cette motion est-elle adoptée? En conséquence, nous ajournons les travaux. Nous suspendons les travaux jusqu'à 18h30 pour tenir le débat de fin de séance. Alors, tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance. Je vous invite à prendre place, collègues. Merci. Le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Darcé-Mégué à Madame la ministre responsable des aînés concernant les coupures de chèques emploi-service à des personnes en situation de handicap. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes. Et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, je poursuis ma question à la ministre aujourd'hui à propos des coupures d'heures dans le cadre du programme de chaque emploi-service. Et la ministre, on le sait, a eu le bon sens avec son sous-ministre de sortir au mois de décembre pour demander que ces coupures soient renversées. Mais un article qui date du 30 janvier 2025, donc il y a moins de 2 semaines, qui s'intitule « Soutien à domicile victime des coupes », nous rappelle que les coupes dans le soutien à domicile se poursuivent même si le sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à Santé Québec de maintenir les services pour des personnes très vulnérables. Des organismes de défense des personnes handicapées dénoncent ces compressions qui continuent. Le DG de la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec, la COFAN,
Selon lui, la lettre du sous-ministre, envoyée le 6 décembre à la PDG de Santé Québec, n'a rien changé. Dans la lettre du sous-ministre, il rappelle l'importance du chèque emploi-service et écrivait qu'il importe de s'assurer que les services soient maintenus au sein des différents établissements et que les clientèles admissibles continuent d'être desservies à la hauteur de leurs besoins. Mais sur le terrain, on nous dit que depuis ces demandes, il n'y a aucun changement qui est survenu. Et moi, j'ai pu parler justement avec des familles, j'ai pu parler avec l'organisme Étoile de Pacho en fin de semaine, la semaine dernière, qui nous ont dit que des heures qui ont été coupées pour des enfants vivant en situation de handicap n'ont pas tous été rétablis, surtout dans les CIUS de la Montérégie, de l'ouest de l'île et au CLSC d'Hunsik. Donc, quand j'ai questionné la ministre plus tôt aujourd'hui, elle nous disait, comme je reconnais le fait qu'elle soit sortie au mois de décembre pour demander que ces sœurs soient rétablies, mais clairement, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et justement, pas seulement la ministre et le sous-ministre à la Santé sont sortis pour dénoncer cette décision de la part de Santé Québec, mais la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est également sortie en fin d'année pour dire qu'il s'inquiétait vivement des réductions du nombre d'heures de services accordés au soutien à domicile pour les personnes en situation de handicap, puisque ce soutien est essentiel pour préserver leur autonomie et assurer des conditions de vie respectueuses de leur dignité. Il continue que cette mesure Chaque emploi-service, leur permet de bénéficier de services d'aide à domicile et de choisir les services qui conviennent à leurs besoins, tels que les tâches ménagères, la préparation de repas et les Excusez-moi. La Commission continue de s'inquiéter pour les réductions à ce soutien qu'elle considère comme essentiel, car il permet aux personnes vivant avec un handicap de préserver leur autonomie et de rester chez eux plus tôt qu'en ressources d'hébergement et de bénéficier ainsi de conditions de vie respectueuses de leur dignité. Donc, comme j'ai dit, que ce soit la ministre, le sous-ministre, la Commission des droits de la personne, tous ont reconnu que de couper dans ces services de la part de Santé Québec était une grave erreur, parce qu'aussi, il faut considérer que ces coûts sont plutôt un investissement qu'une dépense, parce que l'alternative pour ces personnes-là serait de devoir intégrer un CHSLD qui coûte 120 000 $ par personne, par place, par année, et qui a une liste de 3 600 personnes. Donc, les services qui sont rendus dans le cadre du chèque emploi-service répondent à ce que le gouvernement envisage, que les gens puissent rester chez eux le plus longtemps possible avec une certaine autonomie et dans la dignité. Autre article du 30 janvier 2025, donc il y a moins de 2 semaines, compression en santé des parents d'enfants handicapés brise le silence. Alors, j'ai mentionné ce matin un jeune homme dans la mi-vingtaine, lourdement handicapé, qui a vu ses heures coupées de 25 % sans explication. Alors, l'organisation Parents pour toujours nous dit aussi que les parents ressentent que le gouvernement de la CAQ a brisé ses promesses. Et je cite, « Peu importe ce qu'on dit, ce qu'on fait, on se fout carrément de nos familles. » Et selon elle, certaines familles devront envisager envoyer leur enfant dans un CHSLD ou une maison alternative. Et on se comprend qu'un CHSLD n'est pas l'endroit pour une jeune personne qui est atteinte d'un handicap. Également, selon l'organisme pour la déficience intellectuelle, Parents pour la déficience intellectuelle, ils disent qu'ils sont rendus au point où les parents sont demandés de faire mieux avec moins. Et on est dans faire mieux avec moins que moins. Or, ce soutien à domicile est déjà nettement insuffisant, comme l'a rappelé il y a 2 ans la commissaire de la Santé. Donc, je comprends que la ministre a la volonté de revoir ses heures rétablies, mais je demande que les établissements répondent à sa demande. Merci, Madame la députée. Donc, Madame la ministre, je vous cède la parole et vous rappelle que vous disposez de 5 minutes. Oui, Monsieur le Président. Chers collègues de Darcy McGee, effectivement, cet après-midi, à la période de questions, vous m'avez posé cette question sur les coupures au chèque emploi-service. Je veux d'entrée de jeu mentionner que toute ma carrière que j'ai passée dans le réseau de la santé et des services sociaux a été pour moi extrêmement formateur au niveau de la connaissance du système de santé. Et j'ai une conviction profonde que le soutien à domicile est un programme essentiel
dans l'ensemble des services qui doivent être donnés aux citoyens et aux citoyennes du Québec. Le soutien à domicile a souvent été le parent pauvre au fil des décennies du système de santé. J'en conviens, j'étais la première à en subir les orientations. Je me suis toujours fait un devoir de développer le soutien à domicile dans toutes les organisations où je suis passée. J'ai eu l'occasion de travailler avec des médecins, avec des professionnels, des travailleurs sociaux, des infirmières qui croyaient au soutien à domicile et qui m'ont montré ce qu'étaient les services de soutien à domicile. Votre question, elle vise vraiment le chèque emploi-service. Et le chèque emploi-service est un programme du soutien à domicile qui est extrêmement précieux pour les familles qui l'utilisent. Et il y en a de plus en plus qui ont besoin d'utiliser le chèque emploi-service. Le chèque emploi-service permet aux personnes qui en ont besoin de choisir elles-mêmes, les personnes qui viendront les aider à domicile, que ce soit pour leur enfant handicapé ou pour des personnes vieillissantes. Alors, et tout ça, ça permet aux personnes aidantes d'aider leurs personnes en engageant des gens de confiance, puis en évitant une lourdeur administrative. C'est le gouvernement qui paye les employés du chèque emploi-service qui sont choisis par les proches aidants et les familles. Nous avons considérablement augmenté le salaire horaire des employés du chèque emploi-service. Il y a quelques années, ces personnes étaient payées 11 $ de l'heure. 11 $ de l'heure. Notre gouvernement a augmenté le salaire à 20 $ de l'heure. C'est un investissement important parce qu'on voulait justement que les proches puissent continuer de trouver du personnel et qu'ils soient capables de les rémunérer à leur juste valeur. Je n'ai jamais demandé de couper des services de chèque emploi-service ou de soutien à domicile. Et comme vous l'avez mentionné tantôt, dès que j'ai entendu qu'il y avait présumément des coupures de chèque emploi-service ou de soutien à domicile, j'ai demandé un état de situation et j'ai demandé de rectifier la situation. Pour moi, c'est inadmissible de couper dans le chèque emploi-service ou dans le soutien à domicile. Je voudrais quand même mentionner qu'entre 2014 et 2018, il y avait à ce moment-là 10 223 usagers. Et pendant cette période-là de 4 ans, c'est passé de 10 200 à 11 166. Donc, une augmentation de 10 %. Depuis notre arrivée en 2018 et jusqu'à 2024, on a fait passer, donc, le nombre de personnes qui reçoivent des chèques emploi-service, le nombre d'employés, de 11 166 à 22 158 résidents. C'est une hausse de 100 %. C'est une hausse de 100 % depuis 2018. Nous avons augmenté, bien sûr, le nombre d'usagers, mais on a aussi fait augmenter le budget de 85 millions en 2018 à 291 millions en 2024. C'est une hausse de 240 %. Donc, quand on demande de respecter le budget, on ne parle pas de coupure de services. Maintenant, les professionnels doivent réévaluer les services, c'est bien sûr, mais ils doivent les réévaluer et s'assurer que ça réponde toujours aux besoins des usagers. Alors, c'est important. Le budget du chèque emploi-service a été augmenté au fil des années. Le budget du chèque emploi-service doit être maintenu, puis il doit être bien utilisé par les équipes CLSC, puis on doit soutenir les parents. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, d'en discuter avec la directrice générale de l'Étoile de Pachot. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Darcy-McGee, je vous cède la parole pour votre réplique de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je demanderai aux familles, aux organismes qui sont sur le terrain, qui entendent que les heures continuent d'être coupées ou pas, qui n'ont pas été rétablies, de contacter la ministre parce que là, elle nous tend la main justement pour dire que, et comme j'ai dit, nous, ce qu'on comprend sur le terrain, c'est qu'il y a une disparité. Et même avant que ces coupures ne soient annoncées, moi, je parle à des familles avec des enfants en situation de handicap qui nous disent leur enfant
est évalué pour recevoir un certain nombre d'heures par leurs travailleuses sociales, mais ensuite, quand ils se tournent vers leur CLSC pour avoir ce nombre d'heures, vers le CIS ou le CIUS pour avoir ce nombre d'heures, on leur dit, ben nous, dans cette région, on a une heure maximale d'heures qu'on attribue par famille. Donc, votre enfant a été évalué pour recevoir 30 heures, mais nous, on va vous donner 15 heures par semaine. Donc, il y a des enjeux qui existaient déjà dans le cadre du chèque emploi-service avant que Santé Québec ne fasse ses coupures et ses réductions. Et je comprends, il y a de l'argent additionnel qui a été investi. Donc, il y a plus de personnes qui ont, plus d'usagers qui bénéficient du chèque emploi-service, mais ils n'ont pas à la hauteur des heures dont ils ont besoin et qui sont évaluées pour eux. Donc, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre, parce que oui, il y a plus de personnes qui ont accès au programme, mais toujours pas à la hauteur de leurs besoins et de ce qui a été évalué. Donc, je rappelle à la ministre que oui, elle a fait cette demande, que, encore une fois, il y a une disparité entre certains CIUS et CIUS qui ont écouté, qui ont rétabli les heures, et les autres qui ne l'ont pas fait. Donc, quand on demande c'est qui est le patron, est-ce que c'est la ministre ou c'est Santé Québec, c'est basé sur des décisions et des résultats pareils qu'on pose la question. Donc, écoutez, au nom de toutes ces familles ou toutes ces personnes vulnérables dont cette aide fait toute la différence auprès des parents et auprès des familles, je demande à la ministre, quand elle va entendre des cas de coupure et de telles situations, qu'elle agisse comme elle a fait dans le passé. Merci. Merci, Madame la députée de Darcy-Mégué. Nous allons maintenant procéder au deuxième débat qui portera sur une question adressée par Madame la députée de Lapinière à Monsieur le ministre responsable des services sociaux concernant la crise qui touche les ressources intermédiaires. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur le ministre d'avoir accepté de faire le débat de fin de séance à la suite de la question que j'avais posée en période de questions aujourd'hui. Alors, je n'avais eu le temps que de poser la question principale puisqu'on arrivait à la fin de la durée de la période de questions. Et ce que j'avais demandé, en fait, dans ma question principale, je revenais sur le fait que l'année dernière, 2024, donc j'ai alerté plusieurs fois le ministre, soit en période de questions, en débat de fin de séance, à l'étude des crédits aussi, sur la question des ressources intermédiaires, le financement des ressources intermédiaires, parce que l'entente qui les régit part de 2020 à 2025, elle vient à échéance le 31 mars 2025. Alors, ça devient assez urgent de faire les négociations. J'ai été surprise, moi également, parce que le ministre s'est dit surpris que je pose cette question parce que il disait que les négociations étaient en cours. Pourtant, sur le terrain, l'Association des RI me reconfirmé que les négociations ne vont commencer qu'en avril, alors que les RI auraient bien voulu, à défaut d'ouvrir l'entente l'année passée, à défaut de répondre à leur cri d'alerte pour une aide d'urgence au moment du budget 2024-2025. Ils n'étaient même pas mentionnés dans le budget, ni dans le discours du budget, puis il n'y avait aucun sou de plus. Alors, à défaut d'avoir répondu à cela et d'avoir ouvert l'entente l'année dernière pour leur permettre de souffler un peu, ça aurait été bien de commencer les négociations à l'avance pour que, une fois le 31 mars 2025 arrivé, lorsque l'entente échue, que les RI puissent savoir là, être tout près d'une signature d'une nouvelle entente cadre. Ce qui était bien, ce que j'ai bien apprécié entendre de la part du ministre, c'est qu'il souhaitait rehausser le financement des RI. Alors ça, c'est certain que ça va être vraiment bienvenu parce que c'est une belle avancée. Et puis les RI, comme je disais dans ma question, sont vraiment en difficulté. D'après une étude qui a été réalisée, 43 % des RI, si les conditions ne s'améliorent pas suffisamment pour leur permettre de survivre, 43 % vont fermer d'ici 3 ans. Et il n'y a personne qui veut ça, ni le gouvernement, ni l'opposition. Il n'y a personne qui veut ça parce que ces places-là sont perdues à tout jamais. Et il y a entre 19 000 et 20 000 personnes qui sont des personnes vulnérables, soit des aînés en perte d'autonomie, soit des personnes
qui ont une déficience physique, une déficience intellectuelle, même aussi des personnes aux prises avec une toxicomanie. Alors, ce sont toutes des personnes vulnérables et il faut que ces personnes-là aient une place avec des soins, avec une qualité de soins, qualité de nourriture aussi, et dans les conditions de financement, on veut s'assurer que ce soit suffisant pour respecter cette qualité-là. Alors, on sait on prévoit qu'on aura besoin de 6 000 places de plus d'ici 2040. Donc, c'est important de conserver les RI, de s'assurer qu'elles survivent, mais aussi de relancer le développement, parce que le développement est quasi arrêté. Bien sûr, il y a des projets qui ont commencé il y a quelques années et qui se terminent et qui s'ouvrent, mais les appels d'offres, les réponses sont à zéro ou quasi zéro depuis 2 ans. D'ailleurs, il y a un CIUS, c'est le CIUS de... attendez un petit peu. Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a fait un appel d'offres sur le SEAO, c'est pour un contrat de gré à gré. Et les motifs qu'il invoque, c'est parce qu'il y a un besoin d'hébergement en ressources intermédiaires dans le secteur pour des adultes vieillissants ayant une déficience physique. Aucun soumissionnaire n'a répondu aux appels d'offres publiés au cours des 2 dernières années pour ce secteur et pour cette clientèle. Alors, c'est vraiment, ça presse vraiment de négocier une nouvelle entente et j'espère donc que les travaux vont se faire rapidement pour pas que les RI aient à attendre jusqu'en septembre, octobre, novembre, décembre avant que ça puisse être entré en vigueur. Alors, j'aimerais aussi, je pense que j'arrive au terme de mes 5 minutes, alors j'ai quelques autres points que je tenterai de résumer durant les 2 minutes de réplique. Merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous disposez de 5 minutes. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Lapinière pour sa question, qui en effet, on n'a eu qu'un échange cet après-midi en Chambre. Puis, je tiens à réitérer d'entrée de jeu, et je sais qu'on partage cette opinion, l'importance des RI-RTF. C'est plus de 10 000 RI-RTF qu'on a au Québec, qui desservent plus de 40 000 usagers dans toutes les régions du Québec. Puis ce qui est important aussi pour moi de mentionner, c'est les différents sous-types de RI-RTF. Certains sont pour nos aînés, d'autres pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale, les personnes en situation de handicap de tout genre, parfois même avec des troubles du comportement. Évidemment, celles qui sont là pour nos jeunes également. Donc, une grande diversité de ressources intermédiaires. Puis, ce qui est aussi important également, c'est que dans chacune de ces RI, on a des gens qui sont dévoués à la cause de nos plus vulnérables, qui montrent un dévouement dans les soins qui sont donnés à ces personnes-là. Et on veut continuer à travailler avec elles de très près. Effectivement, ouvrir une RI-RTF, c'est vraiment une preuve d'engagement et de ce dévouement-là. Et je dois l'avouer, que Madame la députée de Lapinière a mentionné, ces dernières années, c'était plus difficile. Plus difficile pour différentes raisons. Et ce qu'on a décidé de faire avec les regroupements des ressources intermédiaires, c'était vraiment de mettre la table aux négociations. Puis je comprends le point qu'elle souligne ou l'éclaircissement qu'elle donne. Oui, les négociations n'ont pas débuté officiellement avec le Trésor, mais ce qu'on a travaillé dans la dernière année, puis je la remercie pour ces drapeaux qu'elle a levés, c'est vraiment de mettre la table pour que le ministère de la Santé et des Services sociaux, notre comité de négociation, rencontre régulièrement les différents groupes de RI-RTF et qu'ils alignent les choses pour que, quand la négociation va commencer, les choses puissent aller de bon train. Puis, premièrement, je pense que la première chose qu'ils nous ont demandé, c'était vraiment de rassembler à la même table la composante des changements cliniques qui devaient être apportés dans les ententes entre les RI-RTF et le volet financier. Et ça, on a regroupé sous la responsabilité d'une seule personne ces différents volets-là. Et tout le monde autour de la table discutait des points entre les RI et le ministère pour faire avancer
les débats de façon coordonnée, Monsieur le Président. On a également été en contact régulièrement au niveau du cabinet avec les différentes associations, que ce soit Mme Charpentier à la RIC, la FRIDGE, la FSS également, ou tous les groupes qui sont impliqués dans les différentes négociations. Puis la première chose qu'on a voulu faire aussi, c'est de revoir le cadre de référence. Celui-ci n'avait pas été modifié depuis 2014 et c'est la base de plusieurs irritants que nous ont mentionnés les différentes associations. Et nous, on a travaillé sur l'harmonisation de son application et le dénouement de ces différents irritants, Monsieur le Président. Un autre point qui a été mentionné, c'est l'instrument de classification qui est en lien avec, évidemment, le financement des différentes ressources. Nous, ce qu'on veut, c'est simplifier les choses, s'assurer qu'il y ait le moins de bureaucratie possible dans les attributions des sommes et également s'assurer qu'on représente bien les différentes sous-groupes qui utilisent les services de nos RI RTF. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus avec les différents groupes. Finalement, Monsieur le Président, je vous dirais qu'on a une excellente relation actuellement avec les différentes associations. On s'est assuré que le dossier avance et qu'il soit mûr pour la phase finale qui va être celle des négociations. Et tout comme la députée de Lapinière, j'espère que les choses vont aller rondement une fois que l'entente va être terminée et qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble pour s'assurer que tout le monde trouve une place dans les RI-RTF à travers le Québec, parce qu'ils jouent un rôle clé et essentiel dans la trajectoire de services qu'on offre en hébergement pour nos populations vulnérables, que ce soit les petites RTF pour nos jeunes ou pour nos personnes avec des problèmes de santé mentale, nos RI pour nos aînés et pour les jeunes, ou encore les plus grands centres pour d'autres populations. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, je vous cède la parole pour votre réplique de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, le ministre nous a parlé des RI et des RTF. Moi, je parlais uniquement des RI. Les RTF, on aura d'autres occasions d'y revenir. Je voulais souligner le fait qu'une petite RI, le Boisé-sur-Mer de Pointe-le-Bel, a annoncé le 14 janvier dernier qu'elle fermait ses portes. Heureusement pour les personnes qui habitaient dans cette RI, elles seront relocalisées dans une autre RI appartenant au même propriétaire, à Bécomo, sauf que les places qui existaient à Pointe-le-Bel sont perdues à tout jamais. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. On ne veut pas une cascade de fermetures dans les RI parce qu'on en a trop besoin. Et je tiens à citer le propriétaire de Le Boisé-sur-Mer qui disait que quand il a commencé dans le domaine, je croyais énormément à la décentralisation et à être capable d'offrir les services dans de petites régions ou dans les régions en périphérie. Les ententes qu'on a actuellement avec le gouvernement ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que nous avions en 2016. Nos ententes n'ont pas suivi le coût de la vie. Alors, ce que je demande au ministre, c'est de suivre les négociations, de peser de tout son poids, d'exercer toute l'influence qu'il peut avoir au sein pendant les négociations, à la table du Conseil des ministres aussi, pour que l'entente qui sortira des négociations soit une entente qui permette au RI de vivre et qui permette de relancer le développement des RI. Une question que j'aurais dû poser tout à l'heure parce que le ministre ne peut pas me répondre maintenant, c'est comment se fait-il que ces négociations-là se fassent avec le comité patronal de négociation du secteur de la santé et services sociaux alors que les RI ne sont pas des employés du ministère? On y reviendra. Merci, Madame la députée. Alors voilà qui met fin à ce débat de fin de séance. Compte tenu de l'heure, nous allons ajourner nos travaux au mercredi 12 février à 9h40.